Ma mère m'a envoyé un message tard le soir, ne rentre pas à la maison pour Thanksgiving. Ton frère n'est pas à l'aise de te voir. Cela a piqué, mais j'ai répondu, compris. J'ai fini par manger seul dans un restaurant, jusqu'à ce que la famille de la table d'à côté m'invite à me joindre à eux. 5 ans plus tard, à mon mariage, ils n'étaient pas seulement des invités. Ils étaient ma famille légale. Je m'appelle Molly Parker et j'avais 32 ans quand j'ai finalement compris que dans ma famille, être indésirable n'était jamais traité comme une tragédie. C'était traité comme une décision d'emploi du temps. 3 soirs avant Thanksgiving, j'étais assise au comptoir de ma cuisine à Chicago, avec la confirmation de mon billet de train ouverte sur mon ordinateur portable et une liste de courses à moitié terminée à côté de moi, pensant au long week-end qui s'annonçait. Quand mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. Je m'attendais à quelque chose de petit, peut-être un rappel d'apporter du vin ou de ne pas oublier le dessert. Au lieu de cela, j'ai lu le genre de message qui change la température de votre corps. Elle m'a dit de ne pas rentrer à la maison. Elle a dit que mon frère était mal à l'aise de me voir, comme si j'étais un sujet de conversation gênant qu'il pouvait garder hors de la table en retirant une chaise. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, attendant un deuxième message pour l'expliquer, l'adoucir, le transformer en un malentendu. Il n'est jamais venu. Alors j'ai renvoyé un seul mot, compris. Parce qu'il y a une forme particulière d'humiliation à supplier d'être incluse là où vous n'étiez jamais vraiment la bienvenue pour commencer. J'ai annulé mon billet, posé mon téléphone face vers le bas et me suis dit que j'étais trop vieille pour laisser cela me détruire. Mais le jour de Thanksgiving, je me suis quand même retrouvée assise seule dans un restaurant bondé près du lac, entourée de familles se passant des assiettes, racontant de vieilles histoires, se disputant pour rien comme seuls les gens le font quand ils savent qu'ils s'appartiennent. J'essayais très fort de ne pas pleurer quand les personnes à la table d'à côté m'ont remarqué. Et ce qui s'est passé après ce dîner allait se terminer par quelque chose que ma mère n'aurait jamais vu venir. 5 ans plus tard, à mon mariage, la famille qui m'a fait de la place ce soir-là ne serait pas assise là en tant qu'invité. Ils seraient présentés comme ma famille légale. Si vous avez déjà appris à vos dépens que le sang ne signifie pas toujours la loyauté, restez avec moi car cette histoire ne fait qu'empirer avant de s'améliorer. J'aimerais pouvoir vous dire que ce message m'a prise au dépourvu parce qu'il ne lui ressemblait pas. Mais la vérité est que cela ne m'a choqué que de la manière dont une gifle vous choque encore, même après des années à s'entendre dire de s'y attendre. Mon frère Dylan avait été le centre de gravité de notre maison d'aussi loin que je me souvienne. Quand il voulait de l'attention, la pièce changeait. Quand il était contrarié, tout le monde s'adaptait. Quand il échouait, cela devenait une urgence familiale. Quand je réussissais, c'était traité comme un bruit de fond agréable, quelque chose à reconnaître rapidement avant de revenir à ce qui se passait avec lui. Au moment où j'ai été assez grande pour remarquer le schéma, c'était déjà devenu le langage de notre famille. Dylan n'était pas seulement le favori. Il était la personne autour de laquelle tout le monde était censé graviter. Je l'ai appris quand j'avais 16 ans et que ma mère a annulé mon dîner d'anniversaire parce que l'équipe de Dylan s'était qualifiée pour les éliminatoires régionaux de basketball le même soir. Elle a dit que nous fêterions cela plus tard, mais plus tard s'est transformé en la semaine prochaine. Et la semaine prochaine s'est transformée en un gâteau d'épicerie posé sur le comptoir après le dîner pendant que Dylan parlait par-dessus moi d'un match qu'il avait gagné. Je l'ai encore appris à l'université quand j'ai invité mes parents à mon exposition d'art de fin d'études, le seul événement pour lequel j'avais travaillé pendant des mois. Et ma mère a appelé une heure avant pour dire qu'il ne pourrait pas venir parce que Dylan avait une visite sur le campus avec un recruteur et qu'il était nerveux. Elle a dit, tu comprends, n'est-ce pas? Comme si la compréhension était le loyer que je devais payer pour rester dans la famille. Même quand j'ai obtenu mon premier vrai emploi de designer à Chicago, la réaction de mon père a été de me féliciter d'un air distrait avant de demander si j'avais des nouvelles de Dylan parce qu'il était encore entre 2 emplois et se sentait déprimé. Tout dans cette maison se ramenait à lui d'une manière ou d'une autre. Mon bonheur devait être silencieux. Son inconfort devenait une politique. Le pire n'était même pas Dylan. Pas vraiment. C'était mon père, Bruce, se tenant là avec ce regard fatigué qu'il arborait toujours quand un conflit menaçait d'entrer dans la pièce, agissant comme si la neutralité le rendait innocent. Il ne m'a jamais crié dessus. Il ne m'a jamais ouvertement qualifié de difficile. Cela aurait été plus facile à combattre. Au lieu de cela, il s'était spécialisé dans les trahisons douces. Ne rends pas cela plus gros que ça ne l'est. Laisse ta mère gérer ça. Tu sais comment est ton frère.
Il disait ces choses comme un homme essayant de maintenir la paix. Mais la paix dans notre maison semblait toujours signifier que j'étais celle qui devait avaler la douleur qu'on me distribuait et appeler cela de la maturité. Après que ma mère m'ait envoyé un message pour ne pas rentrer, j'ai fait quelque chose que j'avais fait trop de fois auparavant. Je l'ai quand même appelé. Une partie de moi voulait encore qu'il dise que cela allait trop loin, qu'il n'avait aucune idée qu'elle avait envoyé ce message, que bien sûr je rentrais pour Thanksgiving. Au lieu de cela, il est resté silencieux une seconde de trop. Et ce silence m'a presque tout dit avant qu'il ne parle. Puis il a dit, peut-être qu'il serait préférable de donner un peu d'espace à tout le monde cette année. Espace. C'était le mot qu'il avait choisi, comme si j'étais le problème encombrant la pièce au lieu de la fille qui venait d'en être retirée. Je me souviens avoir serré le téléphone si fort que ma main me faisait mal. Je lui ai demandé s'il s'entendait. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment qu'il était normal pour une mère de désinviter sa propre fille de Thanksgiving parce que son fils adulte se sentait mal à l'aise. Il a expiré comme si je l'épuisais et a dit qu'il ne voulait pas se disputer. C'est alors que quelque chose en moi s'est figé. Pas dramatique, pas brisé, juste figé. Parce qu'à ce moment-là, j'ai finalement compris ce que j'avais passé des années à refuser de nommer. Je n'étais pas incomprise par ma famille. J'étais gérée par eux, réduite, reprogrammée, tenue à distance chaque fois que ma présence menaçait la version de la famille dans laquelle ils préféraient vivre. J'ai raccroché sans dire au revoir. Un peu plus tard, j'ai fait l'erreur d'ouvrir les réseaux sociaux. Et elle était là, ma mère postant déjà l'un de ses messages sentimentaux de vacances sur la gratitude et les traditions familiales, complété par une photo de la table de la salle à manger à moitié dressée pour le lendemain. J'ai fixé l'écran et compté les couverts sans le vouloir. Il y avait une place pour mon père, une place pour Dylan, une place pour ma mère, quelques chaises supplémentaires pour les parents qui pourraient passer. Il y avait de la place pour des assiettes à tarte, des bols de service, des centres de table et des serviettes en tissu plié. Il n'y avait tout simplement pas de place pour moi. C'est la partie qui s'est installée dans ma poitrine et y est restée. Ils ne m'avaient pas exclu dans le feu d'une dispute. Ils avaient planifié autour de mon absence. Quand l'après-midi de Thanksgiving est arrivé, je savais que rester à la maison ne ferait que me faire sentir plus petite, comme si je les aidais à compléter le tableau de mon propre effacement. Alors, je me suis habillée, j'ai arrangé mon maquillage et je suis sorti dîner parce que je refusais de passer toute la journée à leur prouver qu'ils avaient raison sur la facilité de me laisser seule. Je me suis dit que ce n'était qu'un repas, juste quelques heures, juste une fête qui passerait comme n'importe quelle autre. Mais quand je me suis assise à ce restaurant et que j'ai entendu les rires s'élever de toutes les directions, quand j'ai vu des grands-parents passer des plats à des enfants et des couples se pencher l'un vers l'autre à travers des tables bondées, j'ai ressenti tout le poids de ce que ma famille avait fait. Ils n'avaient pas seulement annulé un voyage. Ils m'avaient rappelé une fois de plus que dans le monde d'où je venais, ma place pouvait toujours être reprise. Et je n'avais toujours aucune idée qu'avant la fin de ce dîner, quelqu'un à la table d'à côté allait voir clair à travers le sourire que je me forçais à afficher et m'offrir quelque chose que j'avais presque cessé de croire que j'aurais un jour. La femme qui m'a remarqué ne l'a pas fait de manière dramatique. Elle n'a pas halté, ne s'est pas penchée à travers la pièce ni ne m'a fait me sentir exposé. Elle a simplement croisé mon regard exactement au moment où je clignais des yeux trop forts et prétendais que j'allais bien. Puis elle m'a jeté le genre de regard que seules certaines femmes plus âgées savent donner. Le genre qui dit, je vois ce qui se passe et je ne vais pas vous embarrasser en le nommant à voix haute. Elle était assise à la grande table ronde à côté de la mienne avec ce qui était de toute évidence sa famille. Et quelques secondes plus tard, elle s'est levée, s'est approchée avec la confiance calme de quelqu'un qui a passé sa vie à prendre des décisions pour d'autres personnes, et a demandé à la serveuse d'apporter une chaise de plus à leur table. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Ma chérie, personne ne devrait avoir à manger le dîner de Thanksgiving seul s'il n'en a pas envie. » L'invitation était si simple que pendant une seconde, je ne savais pas quoi en faire. J'ai commencé à refuser automatiquement, comme le font toujours les gens comme moi quand la gentillesse arrive de manière inattendue. Je lui ai dit que j'allais bien. J'ai dit que je ne voulais pas interrompre leur dîner de famille. Elle a souri comme si elle avait entendu les deux excuses 100 fois auparavant et a dit, « Vous n'interrompriez que si nous ne voulions pas de vous là-bas. Nous le voulons. Venez vous asseoir avant que mon mari ne mange le reste de la farce. » C'était la première fois que je riais ce jour-là, et le son de mon rire m'a surprise. À leur table, j'ai rencontré Hélène Bradford, la femme qui m'avait invité, et son mari, George, qui avait les yeux les plus gentils que j'ai vus depuis longtemps,
et qui a immédiatement commencé à glisser des plats dans ma direction, comme si me nourrir était la chose la plus naturelle du monde. Leur fille, Laura, était là avec son mari, Kevin, ainsi que 2 enfants qui m'ont regardé avec une curiosité vive et ouverte au lieu de suspicion. Et puis il y avait Ethan, le petit-fils d'Hélène et George, qui a déplacé son verre pour que la serveuse puisse insérer ma chaise et a dit « On dirait que vous avez été promu à la meilleure table ». Je n'aurais pas dû sourire autant que je l'ai fait à cela, mais je l'ai fait. Personne à leur table ne m'a attaqué avec des questions intrusives ou cette pitié avide que certaines personnes confondent avec de la compassion. Ils ont juste fait de la place. Ils m'ont demandé si je voulais de la dinde ou du jambon. Ils m'ont passé de la purée de pommes de terre avant que je n'aie à tendre le bras. La petite fille de Laura m'a demandé si la tarte à la citrouille était ma préférée et a semblé profondément soulagée quand j'ai dit oui, comme si cela signifiait que j'étais digne de confiance. La normalité de tout cela m'a presque plus défaite que la solitude. J'étais tellement habitué à ce que l'affection dans ma famille soit conditionnelle, rationnée en fonction de l'humeur et de la hiérarchie, que je ne savais presque pas comment m'asseoir à l'intérieur d'une simple chaleur sans me préparer à en payer le prix. À un moment donné, Hélène a demandé très doucement si j'avais de la famille dans la région. Il n'y avait aucune dureté là-dedans, aucun commérage dans son ton, juste une ouverture si j'en voulais une. J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire qu'ils étaient hors de la ville ou que j'avais choisi de passer la fête tranquillement, mais quelque chose à propos de cette table rendait le mensonge inutile. Alors, j'ai dit la vérité, du moins sa version la plus propre. Je lui ai dit que ma mère m'avait demandé de ne pas rentrer à la maison parce que mon frère n'était pas à l'aise de me voir. Je l'ai dit légèrement, ou j'ai essayé, comme s'il s'agissait d'une complication familiale embarrassante au lieu d'une blessure qui semblait encore fraîche. Toute la table est devenue silencieuse pendant une demi-seconde. Pas de la manière lourde dont les gens le font quand ils veulent des détails, mais dans ce silence stupéfait et décent que les gens ont quand ils savent que quelque chose de cruel vient d'être décrit avec trop de désinvolture. George a été le premier à parler. Il avait l'air sincèrement confus et a dit « Je ne peux pas imaginer dire à mon enfant de ne pas rentrer à la maison pour Thanksgiving ». Hélène lui a lancé un petit regard qui disait « Pas maintenant ». Et puis elle m'a regardé et a dit « La personne qui vous qualifie de difficile est souvent la personne la plus déterminée à contrôler la pièce ». La phrase a atterri quelque part au fond de moi parce qu'elle nommait une vérité avec laquelle j'avais vécu pendant des années sans jamais l'entendre prononcer aussi clairement. Ethan, sentant que j'étais sur le point de pleurer à nouveau, s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit qu'à son avis professionnel, quiconque refusait de la tarte de fête gratuite avait un jugement terrible et une morale discutable. J'ai demandé ce qui le qualifiait pour émettre des avis professionnels sur la tarte et il a répondu qu'il avait survécu à cette famille pendant 30 ans. Laura m'a dit de ne pas l'encourager. Kevin a dit qu'il était trop tard pour ça. Les enfants ont commencé à se disputer à propos de la crème fouettée, et d'une manière ou d'une autre, la table a basculé dans le rire sans me donner l'impression que ma tristesse avait été balayée. C'est ce qui m'a le plus frappé. Ils ont fait de la place pour les 2 choses, pour la blessure et pour le repas, pour le fait que j'étais une étrangère et pour la possibilité que je n'ai pas besoin de me sentir comme telle pour le reste de la soirée. Au moment où le dessert est arrivé, je leur en avais dit un peu plus. Pas chaque détail l'est, pas toute la longue histoire de Dylan protégée à mes dépens, mais assez pour qu'ils comprennent que le message de ma mère n'était pas sorti de nulle part. Hélène a écouté de la manière dont certaines personnes prient, avec une concentration totale et aucune intention d'interrompre. George a continué à remplir les verres de tout le monde. Ethan a fait des commentaires discrets et pinçant rire exactement au bon moment. Ne poussant jamais, n'essayant jamais trop fort, juste assez stable pour que je me surprenne à me détendre autour de lui sans le décider. Quand le dîner s'est terminé, je les ai remerciés plus de fois qu'il n'était probablement nécessaire. J'avais l'intention de partir avec rien de plus qu'un estomac plein et une histoire dont je me souviendrai lors des fêtes que j'appréhenderai par la suite. Au lieu de cela, alors que nous mettions tous nos manteaux, Hélène a touché mon bras et a dit qu'ils organisaient un dîner le dimanche presque toutes les semaines dans leur maison à Evanston. Rien de formel, juste la famille et beaucoup trop de nourriture. Et si jamais j'avais envie de passer, il y aurait une place pour moi. Je suis resté là pendant une seconde, mon sac à main dans une main et un contenant à emporter que George avait insisté pour que je prenne dans l'autre, et j'ai réalisé que personne ne m'avait offert une place depuis très longtemps sans me faire sentir que je devais la mériter. Je lui ai dit que je ne voulais pas m'imposer. Elle m'a jeté un regard qui m'a instantanément rappelé qui à cette table avait autrefois passé une carrière à dire aux gens exactement où ils en étaient. « Ne vous imposez pas » a-t-elle dit. « Venez juste affamer. »
Je suis sorti dans la froide nuit de Chicago avec des restes dans mon sac et leur numéro de téléphone enregistré dans mon téléphone, entendant encore la chaleur de cette table derrière moi. J'étais entré dans ce restaurant déterminé à ne pas laisser un message me détruire. J'en suis ressorti avec quelque chose de beaucoup plus dangereux que la fierté. J'en suis ressorti avec le premier sentiment fragile que peut-être la famille que j'avais passé toute ma vie à supplier de ne pas perdre n'était pas la seule famille que j'aurais jamais. Je ne suis pas allé à leur dîner du dimanche cette même semaine. Je me suis dit que c'était parce que je ne voulais pas être présomptueuse. Mais la vérité était que je ne faisais pas confiance à la gentillesse qui arrivait sans un prix. Dans mon expérience, la chaleur était généralement un prêt, pas un cadeau. Elle venait avec des conditions invisibles et tôt ou tard quelqu'un venait toujours encaisser. Alors j'ai remercié Hélène par message et j'ai supposé que ce serait la fin de l'histoire. Au lieu de cela, elle a répondu comme seule Hélène Bradford pouvait le faire. Dimanche à 5 heures, George prépare un rôti et il cuisine toujours pour 2 fois plus de personnes que nécessaire. J'ai failli dire non encore une fois, mais le dimanche après-midi, j'étais plus fatigué de ma propre peur que de l'idée d'entrer dans leur maison. Leur maison à Evanston était chaleureuse et habitée, le genre d'endroit qui donnait l'impression que les gens s'y rassemblaient depuis des années. Dès la seconde où Hélène a ouvert la porte, toute ma politesse répétée a commencé à s'effondrer. George a crié depuis la cuisine pour demander si je buvais du vin rouge. Laura mettait la table. Kevin essayait d'aider et échouait pour la plupart. Les enfants sont passés en courant à toute vitesse et Ethan est entré par l'arrière en portant du bois de chauffage et a dit qu'il était encore temps de s'échapper si je pouvais faire en sorte que ça ait l'air athlétique. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Et ce fut le début. J'ai commencé à venir un dimanche sur 2, puis presque tous les dimanches sans vraiment le décider. Personne n'a fait un grand discours à ce sujet. Ils ont juste commencé à traiter ma présence comme normale. Et il y a quelque chose de guérissant à être intégré dans des routines ordinaires au lieu de gestes dramatiques. George me demandait de goûter la sauce. Hélène me tendait un torchon et me disait d'arrêter de rester là à avoir l'air décorative. Laura a commencé à m'envoyer des messages pour obtenir des conseils en design parce qu'elle disait que j'avais meilleur goût que Kevin, ce qui l'offensait d'une manière qu'il semblait apprécier. Les enfants ont commencé à m'appeler chaque fois qu'ils avaient besoin d'aide pour des projets scolaires. Même les plus petites choses restaient avec moi. George se souvenait de la façon dont j'aimais que ma nourriture soit assaisonnée. Hélène a commencé à me garder le coin du pain de maïs parce qu'elle avait remarqué que je le prenais toujours en dernier. Personne n'agissait comme si ma place là-bas était temporaire. Ethan et moi avons avancé lentement, ce qui était probablement la raison pour laquelle cela comptait. Il n'a jamais flirté de cette manière polie et intrusive que certains hommes ont quand ils sentent que quelqu'un est vulnérable. Il ne m'a pas traité comme un projet. Il a juste continué à se montrer tel qu'il était. Si j'arrivais tôt, il était déjà là en train d'aider George avec les courses ou de faire un commentaire pinçant rire de l'autre bout de la cuisine. Si je restais tard, c'était généralement lui qui portait les restes jusqu'à ma voiture ou qui m'accompagnait pour que je n'aie pas à traverser l'allée sombre toute seule. Nos conversations ont commencé par des bribes. Une blague au dessert, un message à propos d'un film, une photo de l'épicerie, mais elles se sont progressivement allongées en quelque chose de plus stable. À peu près à la même époque, ma propre vie a commencé à changer. L'appartement que je louais à Chicago se trouvait dans un immeuble qui a été vendu, et avec l'augmentation du loyer et mon travail devenant instable, je savais que je ne pourrais pas rester. Je n'ai pas dit à beaucoup de gens à quel point j'étais stressé, mais Hélène l'a vu de toute façon. Un dimanche après le dîner, elle a demandé si j'avais déjà trouvé un nouvel endroit. Je lui ai dit pas encore. Elle a dit que l'appartement au-dessus du garage était vide. Il l'utilisait parfois pour des invités, mais la plupart du temps, il restait là. Si j'avais besoin d'un endroit stable pendant un moment, je pourrais y rester et payer un modeste loyer en euros jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Mon premier instinct a été de refuser. La fierté, l'habitude, la peur, tout a surgi en même temps. Mais George s'est assis, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Payez un loyer si cela vous fait vous sentir mieux. » Mais ne confondez pas la dignité avec le fait de refuser l'aide de personnes qui se soucient de savoir si vous retombez sur vos pieds. Cette phrase est restée avec moi parce qu'elle exposait à quel point ma vie avait été façonnée par le fait d'essayer de n'avoir besoin de personne. Dans ma famille, avoir besoin avait toujours été dangereux. Ici, c'était traité comme quelque chose d'ordinaire. J'ai emménagé dans l'appartement au-dessus du garage 3 semaines plus tard.
C'était petit mais lumineux avec des plafonds mansardés et 2 fenêtres profondes. Et dès la première nuit, cela ressemblait moins à un endroit où j'avais atterri et plus à un endroit où j'étais autorisé à recommencer. Laura a apporté des serviettes et une cafetière. Georges a réparé une porte de placard avant même que je n'ai fini de déballer. Hélène est apparue avec de la soupe, une clé de rechange et des instructions sur l'endroit où les bonnes lampes de poche étaient gardées. Ethan a porté les cartons les plus lourds à l'étage et en regardant autour de la pièce à moitié déballée a dit qu'elle avait déjà l'air mieux avec moi à l'intérieur. Il l'a dit avec désinvolture, mais j'y ai pensé pendant des jours. Vivre sur leur propriété a tout changé. Non pas parce que cela a effacé la blessure de l'endroit d'où je venais, mais parce que cela m'a donné la preuve quotidienne qu'un autre genre de famille existait. Je partais au travail et je trouvais Georges en train de gratter la glace de nos 2 pare-brises. Je rentrais à la maison et je voyais de la lumière dans la cuisine, sachant que si je traversais la cour, il y aurait des gens heureux de me voir. Ethan et moi n'avions toujours pas nommé ce qui se passait entre nous. Mais à ce moment-là, c'était devenu impossible à ignorer. Il savait comment je prenais mon café quand j'étais fatigué avant que je ne l'admette et quand plaisantais au lieu d'essayer de me réparer. Une nuit de neige, nous nous sommes retrouvés sur les marches de derrière à manger de la pizza réchauffée pendant que la cour devenait blanche sous la lumière du porche. Je me suis excusé pour une petite chose qui n'était même pas de ma faute. Et il s'est tourné vers moi et a dit, « Tu t'excuses comme si quelqu'un attendait toujours de te dire que tu as pris trop de place. » Je n'ai pas répondu parce que je ne le pouvais pas. Il n'a pas poussé. Il s'est juste assis là à côté de moi jusqu'à ce que je dise finalement, peut-être qu'il l'était. À la fin de cette première année, je n'étais plus seulement la femme qu'Hélène avait invitée par gentillesse à Thanksgiving. J'étais la personne que Georges appelait pour goûter la sauce. La personne que les enfants attendaient aux anniversaires, la personne à qui Laura envoyait des messages pour obtenir de l'aide, la personne qu'Ethan cherchait quand il entrait dans une pièce. Et pour la première fois de ma vie, l'appartenance ne ressemblait pas à quelque chose que je devais gagner. Cela ressemblait à quelque chose qui était donné librement. Dès la 2e année, la partie la plus étrange n'était pas que je m'étais rapproché des Bradford. C'était à quel point cela semblait naturel, comme si une pièce manquante de ma vie s'était enfin mise en place. Je travaillais toujours en ville, je payais toujours mes propres factures en euros, je gardais toujours mes propres routines, mais quelque part en cours de route, l'appartement au-dessus du garage a cessé de sembler temporaire et a commencé à ressembler à un foyer. Pas seulement parce qu'il était sûr et chaleureux, mais parce qu'il y avait des gens de l'autre côté de la cour qui remarquaient quand j'avais eu une longue journée, me gardaient une assiette sans en faire un spectacle, et parlaient de mon avenir comme s'il importait. Être avec eux m'a forcé à faire face à quelque chose de laid. Dans ma famille, ce que j'avais appelé de la maturité n'était en réalité que de l'endurance. On m'avait loué pour être facile à vivre parce que cela me rendait plus facile à ignorer. On m'avait qualifié de compréhensif chaque fois que j'absorbais des déceptions qui auraient dû embarrasser d'autres personnes. Les Bradford n'ont jamais dit cela directement, mais avec eux, la vérité est devenue impossible à manquer. Ethan et moi avons arrêté de prétendre qu'il n'y avait rien entre nous au début du printemps. C'est arrivé après l'un des dîners d'anniversaire des enfants, quand je suis resté pour aider à faire la vaisselle, et il est resté aussi. J'ai fait un commentaire à moitié en plaisantant sur le fait de passer la majeure partie de ma vie à me sentir comme un figurant dans les célébrations d'autres personnes. Il m'a regardé et a dit, « Tu n'es pas une figurante ici, Molly. Tu ne l'as pas été depuis longtemps. » Puis il m'a embrassé, et cela n'a pas semblé soudain. C'était comme si quelque chose d'honnête était enfin dit à voix haute. Nous avons avancé lentement après cela, mais jamais de manière incertaine. Il ne m'a jamais traité comme quelqu'un de fragile ou de brisé. Il était simplement stable, patient et gentil d'une manière qui me faisait lui faire confiance un peu plus chaque semaine. Autour de lui, j'ai arrêté de m'excuser pour chaque mauvaise journée. J'ai arrêté de me faire toute petite avant que quiconque ne me le demande. Un après-midi d'été, j'aidais Hélène dans la cuisine quand une de ses amies est passée et m'a appelé sa fille avec désinvolture. Hélène ne l'a pas corrigée. Après le départ de la femme, j'ai plaisanté sur le fait d'être promu dans la famille, mais Hélène m'a regardé et a dit doucement, « Ce ne serait pas un accident. » Cette phrase est restée avec moi pendant des semaines. Vouloir appartenir avait toujours semblé dangereux dans mon ancienne vie, mais c'était différent. Je ne forçais pas mon chemin dans une pièce fermée. J'étais invité à entrer par des personnes qui agissaient déjà comme une famille depuis longtemps. Puis ma mère m'a rappelé exactement pourquoi cela comptait. Tous les quelques mois, elle envoyait un de ces petits messages froids qui n'étaient jamais vraiment à propos de moi,
seulement pour garder un fil attaché. Puis, un après-midi, elle a laissé un message vocal disant qu'elle avait entendu dire que je passais tout mon temps avec une autre famille et que les gens commençaient à poser des questions. Elle a même ri et a dit qu'elle espérait que je ne faisais rien de dramatique. Je me suis assise dans ma voiture en écoutant ce message et j'ai compris quelque chose clairement. Elle n'avait pas peur de me perdre. Elle avait peur de perdre le droit de m'expliquer. Quand j'ai fait écouter le message à Hélène et Georges, Georges a dit « On dirait qu'elle s'inquiète moins pour toi qu'elle ne s'inquiète des témoins ». Quelques jours plus tard, Hélène m'a demandé de faire une promenade avec elle. Nous nous sommes assises près du lac et elle m'a dit clairement que ce que ma famille avait fait n'était pas un malentendu. C'était un schéma. Puis elle a dit que si jamais je voulais rendre officiel ce qui était déjà devenu vrai, Georges et elle seraient honorés de le faire. Elle ne m'a pas mise sous pression. Elle l'a juste offert avec une certitude absolue et m'a laissé décider. J'ai pleuré parce qu'une partie de moi avait voulu exactement cela depuis plus longtemps que je ne l'avais admis. Le processus d'adoption légale n'a pas été dramatique. C'était des formulaires, des signatures et des conversations sérieuses. Mais chaque étape comptait pour moi. Pour la première fois de ma vie, dire oui n'a pas ressemblé à une reddition. C'était comme me choisir moi-même. Ethan m'a conduite à l'audience parce que j'étais trop nerveuse pour conduire. Et quand ce fut fini, je suis ressorti dans l'air froid. Plus seulement Molly Parker. J'étais Molly Bradford, aussi. Le nom n'effaçait pas mon passé. Il marquait l'endroit où j'avais été choisi. Hélène a pleuré dans la voiture. Georges a fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil. Et ce soir-là, toute la famille est venue avec du gâteau, du champagne et une banderole bancale faite à la main par les enfants. Quelques mois plus tard, Ethan m'a ramené au restaurant près du lac où sa grand-mère avait pour la première fois tiré une chaise supplémentaire à leur table. Après le dîner, il m'a demandé de l'épouser. Il n'y avait rien de tape à accent grave-l'œil là-dedans. Juste Ethan posant la question la plus importante de ma vie avec cette même stabilité tranquille qu'il avait toujours eue. J'ai dit oui avant même qu'il n'ait complètement terminé. Quand nous l'avons dit à Hélène et Georges, Hélène a encore pleuré. Georges a serré Ethan dans ses bras assez fort pour le faire se plaindre, et Laura a immédiatement commencé à parler des plans de mariage. Pendant un petit moment, tout a semblé paisible. Puis les invitations ont été envoyées et sous les détails du mariage se trouvaient les mots qui rendaient enfin public ce qui n'avait autrefois été qu'une vérité privée. Parents de la mariée, Hélène et George Bradford. Je savais ce que ces mots signifiaient pour moi. Je n'avais juste pas encore réalisé ce qu'ils allaient signifier pour les personnes qui avaient toujours supposé que je resterais à eux pour être rejeté. Pendant un petit moment après l'envoi des invitations, rien ne s'est passé. Pas d'appel en colère, pas de mets dramatique, pas de parents se souvenant soudainement de mon existence. Le silence m'a presque trompé en me faisant croire que ma famille avait finalement décidé de me laisser tranquille. Puis, environ 3 semaines avant le mariage, ma mère a appelé 3 fois en un après-midi. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Quand j'ai écouté plus tard, sa voix avait ce même calme tendu qu'elle utilisait toujours quand elle voulait paraître blessée et raisonnable. Elle a dit qu'elle avait vu l'invitation, a dit qu'elle ne comprenait pas quel genre de coup je pensais faire, et a dit que je devais la rappeler avant de gêner davantage la famille. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'étais heureuse. La panique dans sa voix ne venait pas de ma perte. Elle venait du fait d'être remplacée en public. Quelques jours plus tard, Dylan m'a envoyé un message, « Maman est dans tous ses états. Tu dois arrêter ça. Tu as fait passer ton message. » Je n'ai répondu à aucun des deux. Le week-end du mariage est arrivé à Galna dans un petit domaine viticole avec des collines verdoyantes et des lumières chaleureuses. C'était beau sans être ostentatoire, exactement ce que je voulais. Je ne voulais pas d'un spectacle géant. Je voulais une journée qui appartienne entièrement à la vie que j'avais choisie. Le matin de la cérémonie, la suite nuptiale était pleine du genre de bruit qui vous calme d'une manière ou d'une autre quand il vient de personnes qui vous aiment. Laura essayait de gérer la demoiselle d'honneur. Kevin était envoyé faire des courses. Georges continuait à prétendre qu'il n'était pas ému. Et Hélène se tenait derrière moi pour attacher les boutons de ma robe. Elle a croisé mon regard dans le miroir et a dit, « Tu ressembles exactement à quelqu'un qui sait à quelle place elle appartient. » J'ai failli pleurer sur le champ. Juste avant la cérémonie, Ethan m'a envoyé un seul message. « Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je suis déjà fier de la vie que tu as construite. » Je l'ai lu 4 fois. Puis Georges est venu me chercher,
m'a offert son bras, et pendant une seconde parfaite, j'ai cessé d'être nerveuse parce que peu importe ce qui allait se passer ensuite, la partie importante était déjà vraie. J'avais déjà été choisie. La cérémonie venait de commencer quand je les ai vus. Ma mère et Dylan se tenaient près du fond, non invités, mais se tenant toujours comme s'ils s'attendaient à ce que leur présence compte plus que ma paix. Pendant une fraction de seconde, mon estomac s'est noué. Puis le bras de George s'est légèrement resserré sous ma main, et il a continué à me faire avancer comme un homme escortant sa fille à son mariage, ce qui était exactement ce qu'il faisait. Ce fut le premier moment où leur pouvoir a échoué. Quand l'officiant a prononcé mon nom complet, Molly Bradford, j'ai vu le visage de ma mère changer. Puis George a placé ma main dans celle d'Ethan. Et quand l'officiant a demandé, « Qui donne cette mariée dans l'amour et la bénédiction aujourd'hui ?» George a répondu, « Sa mère et moi le faisons. » J'ai entendu le petit son aigu que ma mère a fait au fond, mais la cérémonie a continué. Nous avons échangé nos vœux. Nous nous sommes embrassés. Nous étions mariés. Peu importe la scène qui pourrait venir ensuite, ils avaient déjà échoué. La véritable confrontation a eu lieu lors de la réception. Laura m'a dit doucement que ma mère et mon frère voulaient me parler en privé. Bien sûr qu'ils le voulaient. Les gens comme ça veulent toujours de l'intimité après s'être assurés d'avoir été remarqués. J'ai marché vers le patio avec Ethan d'un côté de moi et George de l'autre. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « As-tu perdu la tête ?» Dylan a ajouté, « Cela est allé assez loin. Tu as fait passer ton message. » Ma mère a exigé de savoir si je comprenais à quel point c'était humiliant. J'ai dit, « Non, il parle de moi. C'est mon mariage. » Dylan a dit que j'agissais comme une victime pour quelque chose qui s'était passé des années auparavant. J'ai simplement dit, vous avez eu 5 ans pour me parler en privé. Vous avez choisi le silence jusqu'à ce que les conséquences deviennent publiques. Avant que ma mère ne puisse répondre, George s'est avancé et a dit, nous ne vous avons rien pris. Vous lui avez appris que l'amour était conditionnel. Nous lui avons appris qu'il ne l'était pas. Dylan a fait un pas vers moi et Ethan s'est immédiatement interposé entre nous. Ma mère a dit avec fureur, c'est ma fille. De derrière moi, Hélène a répondu, une fille n'est pas un titre que l'on garde après l'avoir traité comme un inconvénient. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, tu as cessé d'être mon endroit sur il y a longtemps. C'est ce que tu as perdu. Pas ce soir. Il y a des années. Le personnel de la salle approchait déjà. George a hoché la tête une fois et cela a suffi. Dylan a marmonné que toute la famille en entendrait parler. Je l'ai regardé et j'ai dit, il le devrait. Puis les deux ont été escortés vers la sortie, et la partie la plus satisfaisante n'a pas été de les regarder partir. C'était de réaliser qu'une fois qu'ils étaient partis, la nuit ne s'était pas effondrée. L'orchestre a recommencé à jouer. Hélène a lissé ma chevelure d'une main. Ethan a pris ma main et m'a ramené sur la piste de danse. Juste comme ça, le centre de l'histoire est retourné là où il appartenait. Pas à l'indignation de ma mère, pas au sentiment de droit de Dylan, à la vie que j'avais construite. Quoi qu'il en soit, 1 an plus tard, Thanksgiving était chez nous, pas à une table d'emprunt, pas dans un restaurant, pas dans un endroit où j'attendais de voir s'il y aurait de la place pour moi. Notre maison. Ethan était dans la cuisine en train de se disputer avec George pour savoir si la dinde avait besoin de 15 minutes supplémentaires. Hélène faisait semblant de ne pas superviser tout en supervisant discrètement tout. Laura avait apporté 2 tartes même si elle savait qu'Hélène en avait déjà fait 3. Kevin ouvrait du vin. Les enfants couraient dans le couloir avec le genre d'énergie que seuls les enfants et les personnes qui se sentent en sécurité semblent jamais avoir. Je me tenais au milieu de tout ce bruit avec une cuillère de service à la main et j'ai réalisé quelque chose de si simple que cela m'a presque fait rire. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à affronter une fête. Je vivais à l'intérieur d'une. C'était la partie que personne dans mon ancienne famille ne comprendrait jamais totalement. Ils raconteraient probablement l'histoire différemment pour le reste de leur vie. Ma mère dirait que je les avais abandonnés. Dylan dirait que j'avais transformé un désaccord en une rancune permanente. Peut-être que mon père dirait qu'il aurait souhaité que les choses se passent autrement. Mais la vérité était beaucoup moins dramatique et beaucoup plus définitive que n'importe quelle version qu'il raconterait. J'avais simplement arrêté de retourner à l'endroit où l'amour était toujours traité comme quelque chose que je devais gagner en me faisant plus petite. Quelques mois après le mariage, mon père m'a envoyé une lettre, pas un message vocal transmis par la colère de ma mère.
Une vraie lettre écrite à la main. Dedans, il admettait ce qu'il n'avait jamais voulu dire à voix haute quand cela importait. Il a écrit qu'il savait depuis des années que les choses étaient injustes. Il a écrit que maintenir la paix était devenu une excuse pour la lâcheté. Il a écrit que chaque fois qu'il restait silencieux pour rendre la vie plus facile à ma mère et à mon frère, il me rendait la vie plus difficile. Je crois qu'il le pensait vraiment. J'ai même pleuré en la lisant. Mais croyances et réconciliation ne sont pas la même chose. Je lui ai répondu par un petit mot. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'il ait fallu me perdre pour qu'il dise la vérité. Mais j'avais déjà construit une vie qui ne dépendait plus du fait que mon ancienne famille comprenne enfin ce qu'ils avaient fait. Quant à ma mère et Dylan, j'en avais assez entendu par des parents éloignés pour savoir que le mariage ne s'était pas passé comme ils s'y attendaient. Ma mère avait essayé de dire aux gens qu'elle avait été humiliée, mais trop de gens connaissaient déjà le début de l'histoire. Une fois que le message de Thanksgiving a été mis en lumière, la sympathie s'est tarie rapidement. Dylan était toujours en colère, toujours convaincu que je lui avais fait du tort d'une manière ou d'une autre en refusant de graviter autour de son confort. Mais cette colère n'avait plus nulle part où atterrir. J'avais bloqué les numéros, fermé la porte et cessé de confondre l'accès avec l'amour. Ce soir-là, juste avant le dîner, Hélène a tapoté son verre et a dit à tout le monde de s'asseoir. La pièce s'est calmée. La lumière des bougies vacillait sur la table. Les assiettes tintaient doucement. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu George me sourire du bout de la table. Ethan cherchant ma main sous la nappe. Laura passant des petits pains aux enfants. Hélène nous regardant tous avec cette expression calme et satisfaite qu'elle arborait quand les personnes qu'elle aimait étaient exactement là où elles étaient censées être. Et quand tout le monde m'a demandé de dire les grâces, je l'ai fait. J'ai dit que pendant longtemps j'avais pensé que la famille était quelque chose dans laquelle on essaie et qu'on était obligé de garder, peu importe à quel point cela faisait mal. Mais j'avais appris que la vraie famille n'est pas définie uniquement par le sang. La vraie famille est faite des personnes qui vous font de la place à table, qui prononcent votre nom avec amour, qui ne vous demandent pas de disparaître pour que quelqu'un d'autre puisse rester à l'aise. J'ai dit que parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est d'arrêter de supplier d'être choisie par des gens qui s'engagent à la négliger. Parfois, la chose la plus courageuse est de construire une nouvelle table à la place. Quand j'ai fini, personne ne s'est précipité pour remplir le silence. Ils m'ont juste regardé avec le genre de compréhension qui rend les mots inutiles. Puis Hélène s'est penchée et m'a serré la main. George a levé son verre. Ethan m'a souri comme s'il connaissait déjà chaque partie de mon cœur qui avait autrefois été brisée et m'aimait quand même. Et à ce moment-là, j'ai compris la leçon que mon ancienne vie avait mis des années à m'enseigner. Le sang peut faire de vous des parents. Il ne peut pas vous mettre en sécurité. L'histoire peut expliquer la douleur. Elle ne l'excuse pas. Et l'amour, le vrai amour, ne vous demande pas de vous rétrécir pour le recevoir. Alors si vous êtes la personne dans votre famille à qui on dit toujours d'être la personne la plus mature pour rester silencieuse afin de maintenir la paix, souvenez-vous de ceci, la paix construite sur votre silence n'est pas la paix. C'est une reddition. Vous avez le droit d'établir des limites. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui ne remarquent votre valeur que lorsqu'elles perdent l'accès à vous. Et vous avez absolument le droit de construire une vie où votre place à la table n'est jamais remise en question. Ce Thanksgiving, quand nous avons finalement baissé la tête et fait circuler la nourriture, je ne pensais pas à la maison où je n'étais pas la bienvenue 5 ans plus tôt. Je pensais à la chaise supplémentaire qu'une étrangère avait tirée pour moi dans un restaurant bondé et comment un petit acte de gentillesse avait changé la direction de toute ma vie. Je pensais que j'étais rejetée. Ce qui se passait vraiment, c'est que j'étais conduite quelque part de meilleur. Et si cette histoire signifie quoi que ce soit, c'est ceci. Les bonnes personnes ne vous feront jamais supplier pour l'amour qu'elles sont déjà prêtes à donner. Chez Riven Jargon, notre équipe travaille dur pour créer des histoires qui sont engageantes, significatives et émotionnellement puissantes. Cette histoire est entièrement fictive et est partagée à des fins de divertissement tout en visant également à offrir des leçons éducatives, des connaissances précieuses et des perspectives de vie réfléchies pour nos spectateurs. Molly a géré la situation avec une force, une dignité et un respect d'elle-même remarquables. Au lieu de mendier l'acceptation de personnes qui continuaient à la blesser, elle a choisi des limites, la guérison et une vie meilleure. Si vous étiez à sa place, seriez-vous parti et auriez-vous construit une nouvelle vie, vous aussi?